I give it to you raw, give it to you hardcore. I give it to you raw, give it to you hardcore.
Et nous voilà en direct pour notre soirée que linguistique. Cette fois-ci, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Soirée que linguistique ce soir. Car j'ai un peu de travail que j'aimerais terminer. Des fichiers à préparer pour demain en XML, en TEI, etc. Pour... voilà, qui sont parfois un peu longs à sortir. Et donc, hop, ce soir, je voulais faire quelque chose concernant la notion de composition. Et donc c'était quelque chose que je voulais notamment aborder via Zelda 3, reprendre notre partie de Zelda 3, donc ce sera peut-être pour un autre thème, peut-être pour la semaine prochaine, je verrai, mais ce soir du coup je voulais lire, hop, avec vous un article sorti tout récemment en 2020. Alors que je retrouve l'article dont je voulais parler ce soir. Il s'agit d'un article de Morphosyntax que voilà. Les formes verbales surcomposées à valeur expérientielle. Une particularité des régions à substrat occitan et franco-provençal. Hâte de lire le livre, de parler comme jamais et voir votre intervention dedans. Oh, mon intervention est... Bonsoir. Mon intervention est assez limitée. Hein. Je ne fais juste qu'un petit encart de quelques lignes. Mais voilà, bon, ça m'a fait plaisir de participer à ce projet intéressant de vulgarisation. En feuilletant l'ouvrage, je me suis dit que c'est vraiment un ouvrage, par exemple, que je pourrais offrir à ma mère, qui me demande toujours ce que je fais. Et à chaque fois, je ne sais pas trop quoi lui répondre. J'espère qu'elle ne s'imagine pas que je suis un voyou. Mais oui, c'est un bel ouvrage. C'est un très beau ouvrage de Laëlia Viron et de Maria Candéa qui marque bien la fin de leur travail au sein du podcast Parler comme jamais, sachant qu'apparemment le podcast sera repris, à ce que l'on m'a dit. Enfin, il y a des... apparemment, le Robert et Binge Audio cherchent, si ce n'est déjà le cas, à déjà trouver à le remplacer. Donc, voilà. Hâte de l'avoir. Bah, j'ai déjà mon exemplaire. J'avais été le chercher à Paris à la photo avec la petite dédicace. Bref. Cet article de ce soir que je vais parcourir avec vous parle donc d'une notion de morphosyntaxe, de morphologie verbale pour être plus exact, qui est la notion de temps surcomposé. Donc je renvoie à mon blog Question de langue si jamais vous êtes intéressé. J'ai fait un billet sur la sémantique verbale. Je n'ai pas encore fait de point sur la morphologie, à part la notion de personne. Donc il faudra que je fasse un peu de morphologie pour la prochaine fois, sans doute mon prochain trait de linguistique. Et donc c'est un article paru en 2020 dans une édition récente de l'information grammaticale. Donc paru dans le numéro 166, j'ai déjà eu l'occasion de dire mon amour de cette revue de linguistique française. Et c'est un article qui est paru à l'occasion d'un numéro thématique sur les langues de France, voilà, qui est un sujet qui intéresse particulièrement. Et c'est vrai que les formes dites surcomposées sont souvent associées à des parlers de région. Voilà. Qui est donc la notion de temps surcomposé que l'autrice redéfinit au début d'article. Donc je ne vais pas pouvoir aller ce soir au-delà de la lecture de l'article, donc j'espère que celui-ci vous plaira, ou au pire, voilà, vous apprendra quelque chose de neuf sur cette question intéressante. Or,
avec une épigraphe. Habitant sur la Croix-Rouge, j'ai eu beaucoup pêché de 5 à 15 ans avec mon grand-père. Et en plus, il parle au surcomposé. J'ai eu pêché comme ma mémé, et au mépris du grévis et du pêcherel, ô la belle langue dans mes bras. 2013, consulté en février 2016. Introduction. Forgé à la fin du XVIIe siècle par l'abbé de Dangeau, le terme surcomposé s'est peu à peu imposé dans les grammaires pour désigner les temps verbaux qui semblent posséder, selon les mots de Foulet, un auxiliaire de plus. Plus précisément, ce terme désigne des formes verbales comportant un auxiliaire, avoir ou être, le participe passé d'un de ces deux auxiliaires, eu ou été, ainsi que le participe passé du verbe conjugué. Sont de fait qualifiés de surcomposés des formes aussi diverses que j'ai eu fait, j'avais eu fait, j'ai été parti, je suis eu parti ou je me suis eu battu. Bon. Dans cet article, nous n'aborderons pas la question des surcomposés pronominaux du type je me suis eu battu, qui ont été étudiés dans quelques fois, qui est une forme. Autant je peux employer la forme surcomposée de certains verbes pour des raisons particulières que l'on traversera dans l'article, autant les formes surcomposées des verbes pronominaux ne me sont... Je me suis eu battu, peut-être que je l'emploierai. Je me suis eu battu. Oui, peut-être, éventuellement. Mais du coup, la morphologie devient... La morphosyntaxe devient très particulière. D'ailleurs, je vous renvoie sur ces questions d'emplacement du clitique au dernier thread linguistique que j'ai fait sur Twitter. Donc c'était pas celui de cette semaine-là, c'était celui du 4 octobre dernier. On distingue traditionnellement deux types de surcomposés. Il existe des formes généralement qualifiées de standards, a priori disponibles dans la grammaire de tous les locuteurs francophones, que l'on rencontre en France, en Suisse, en Belgique, au Québec, dans les pays francophones du continent africain. Et il y a des surcomposés régionaux, dits régionaux, qui ne sont utilisés que dans les régions à substrat occitan, c'est-à-dire sud-midi de la France, et à substrat franco-provençal, c'est-à-dire dans le sud-est, donc Suisse romande, Val d'Aoste, etc., où on parle encore les dialectes franco-provençaux. Depuis l'article pionnier de Foulet de 25, la presse-totalité des auteurs sépare clairement les emplois standards et régionaux. Il faut néanmoins distinguer deux approches. Jusque dans les années 60, la plupart des auteurs tendent à considérer que les formes standards et les formes régionales sont des formes verbales distinctes. En revanche, les auteurs des recherches plus récentes défendent surtout, à quelques exceptions près, l'hypothèse sur laquelle les deux types de surcomposés se rattacheraient à un même noyau sémantique fondamental. Et donc que les effets ne seraient que des valeurs de sens produits en contexte. Ce qui est plus ma position également. Parce que j'ai eu à étudier ce type de structure par le passé. Je n'ai pas publié dessus, mais je m'y suis intéressé fut un temps. Nous reviendrons dans un premier temps sur les caractéristiques sémantiques et morphologiques de chacun des deux types. Nous argumenterons en faveur de la thèse sur laquelle les surcomposés standards et régionaux ne sont pas des emplois différents des mêmes temps, mais des temps verbaux différents. Puis, dans un second temps, nous nous pencherons sur l'origine et la répartition des formes dites régionales. La présente recherche repose sur un ensemble de plus de 5800 exemples authentiques recueillis par nos soins, datant de toutes les époques. Les formes les plus anciennes datent de la fin du XIIe siècle et proviennent autant de sources orales que de productions écrites. Les temps surcomposés étant comparativement aux autres plutôt rares, nous avons choisi d'intégrer dans notre inventaire les exemples authentiques trouvés depuis le début de notre recherche en 2013. Donc ça sent le corpus de thèse. Je sais parce que j'ai fait pareil pour mes subordonnés en local. Les exemples écrits proviennent de tous les types de textes, littéraires, presse, récits scientifiques, journaux intimes, etc. Les exemples oraux recueillis dans des corpus oraux, revenant dans des émissions télévisuelles radiophoniques, épinglées à la volée, proviennent de différentes situations de communication, conversations spontanées, interviews, etc. Tous les tiroirs verbaux composés sont attestés, à savoir, donc par ordre de fréquence, j'ai eu fait, donc passé, surcomposé. J'avais eu fait, plus que parfait, surcomposé. J'aurais eu fait, conditionnel passé, surcomposé. Ayant eu fait, gérondif, présent, surcomposé. J'aurais eu fait, futur antérieur, surcomposé. Avoir eu fait, infinitif, passé, surcomposé. Que j'ai eu fait, subjonctif, présent, surcomposé. Que j'eusse eu fait, 0,8%, est-il rare, subjonctif, imparfait,
surcomposé, et JUFE, passé antérieur surcomposé. Seule la forme EUFE, donc impératif passé surcomposé, n'est pas présente dans notre inventaire. Ils ne sont pas à ce jour pas attestés. Vous aussi à la maison, testez la connaissance de vos amis et amis sur les temps surcomposés en leur demandant quels temps surcomposés sont figurés dans ce petit inventaire fait par la chercheuse. En temps limité, en plus, c'est garanti. Voilà pourquoi les grammairiens n'ont pas beaucoup d'amis. Deuxième partie, des formes composées aux formes surcomposées. 2.1, le passé composé, présent résultatif, parfait d'expérience ou passé processif. Pour comprendre la valeur et le rôle des formes surcomposées en français, commençons par nous pencher sur le cas du passé composé. Ce dernier peut avoir, selon le contexte, 3 valeurs principales et d'autres auxiliaires. Mais généralement, c'est vrai qu'on s'accorde à dire que le passé composé a 3 valeurs en particulier. Donc la première valeur, un présent dit résultatif, qu'on dit encore accompli. Apothéose, oui, allothéose préfère le terme de résultatif. Une forme verbale a valeur résultative quand elle montre la phase consécutive au procès. En revanche, elle a une valeur processive quand elle désigne le procès lui-même. Ce qu'on appelle parfois l'aspect accompli ou inaccompli, généralement. Dans les grammaires, c'est plutôt comme ça qu'on l'entend, dans le GMF par exemple. L'accompli, c'est-à-dire que l'action du verbe est achevée. Quand le bébé a dormi, il est si calme. Hein. Donc, c'est comme le perfectif. C'est pas tout à fait comme l'aspect perfectif. C'est ce qu'on appelle plutôt le parfait. Mais il me semble que le perfectif a une nuance complémentaire. Je sais plus. Il y a une différence, il me semble, entre perfectif. Oui, le perfectif, c'est plus le passé simple. En fait, c'est pas l'accompli, parce que le passé antérieur est un temps d'aspect perfectif et accompli. L'aspect accompli nous place en fait dans un moment du monde où le procès est fini, on se situe juste à sa fin, alors que le perfectif, le procès est accompli, mais on est situé bien plus longtemps après sa fin. L'accompli, en fait, c'est une question de point de référence. L'aspect accompli est selon le point de référence de l'énonciation, alors que le perfectif est plutôt situé dans le passé. C'est ce qu'on appelle le parfait, et non pas l'imperfectif. En français, voilà, c'est les temps. Voilà. La distance est différente. Il y a une petite nuance. Alors c'est dur à distinguer parce qu'en français notamment, l'aspect perfectif n'est pas codé dans le sens, est rarement codé dans le sens du verbe, à part pour le passé simple. Et généralement c'est un repère temporel, alors qu'il y a des langues comme l'anglais où les deux choses sont distinctes. D'ailleurs, elle évoque un peu la différence après. Donc première valeur, généralement qu'on emploie le passé composé dans un sens accompli, résultatif. Dans cet emploi, le passé composé est résultatif car il désigne non le procès en lui-même, mais la phase qui suit le procès. La forme verbale soulignée de l'exemple 1, donc il a dormi, ne montre pas le moment où le procès dormir s'est déroulé, mais le moment qui suit, celui où le bébé a fini de dormir et où il est reposé. Voilà. En anglais, cette première valeur s'exprimerait par le present perfect. When the baby has slept, he, she is calm. La deuxième valeur, voilà, décrit pour la première fois par Zandvoort, à propos de certains emplois du present perfect, c'est ce que l'on appelle le parfait d'expérience, ou l'expérientiel, ou l'existentiel. Bon. C'est toujours compliqué la sémantique verbale sur tous les aspects parce que les termes parfois ne se recoupent pas tout à fait, ce sont des nuances que moi parfois j'ai beaucoup de mal à percevoir en qualité de locuteur natif maternel. Donc du coup ouais, c'est parfois un peu compliqué à distinguer. Donc du type, donc exemple de parfait
expérientiel. Tu as déjà mangé du bambou, des grenouilles, des escargots. Le passé composé exprime ici l'idée d'un procès donné, qu'un procès donné s'est produit au moins une fois à l'intérieur d'une certaine période. Le sens des énoncés peut être rendu par des glosses du type « il est arrivé au moins une fois que ». Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois de manger du bambou? Et en anglais, voilà, on utilisait le present perfect. Have you ever eaten frogs? C'est rigolo de voir que la sémantique verbale s'est notamment développée dans les langues anglo-saxonnes. D'abord historiquement, parce que justement il y a une richesse de sémantique verbale que l'on a perdue dans les langues romanes, que l'on n'a pas à proprement parler dans la morphologie verbale. Et c'est ça qui a invité du coup à interroger plus précisément la sémantique des verbes. Troisième valeur, la valeur dite aoristique, qui correspond du coup davantage à ce que vous disiez pour le perfectif. Dans cet emploi, le passé composé ne désigne pas la phase présente qui suit le procès, il montre le procès passé proprement dit. Sur le plan aspectuel, la forme n'est donc plus résultative, elle est processive. L'aoristique permet de raconter des suites d'événements dans le passé. Il a laissé Jean préparer le dîner, il l'a mangé, il est allé dans la grange, etc., etc. Dans cet emploi, le passé composé peut être remplacé par le passé simple. D'ailleurs, en anglais, ce ne serait plus le present perfect, mais le simple past qui serait ici employé. He left Jean cook the dinner, whatnot. Le passé composé aoristique est comme le passé simple, un passé temporel processif, l'action est finie, et borné. Donc, c'est-à-dire que le bornage du procès, voilà, c'est un aspect dit non séquent. Ça aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'on envisage le début et la fin du procès, au contraire d'un temps séquent qui n'envisage pas les bornes du procès. On dit aussi global pour borner. C'est l'opposition entre imparfait et passé simple. Et c'est pour ça que jadis aussi, pour compliquer, le passé simple était appelé le parfait, parce qu'il était borné, alors que l'imparfait n'est pas parfait, donc il est global. Donc il est séquent, il est non borné. C'est compliqué la sémantique verbale. C'est un des aspects de la morphologie. Je lis, j'essaye de comprendre, mais c'est très compliqué de faire le tri, parce que les écoles de lexique sont compliquées. La ressemblance entre les deux formes verbales ne s'arrête... Beaucoup d'adjectifs, tout à fait. La ressemblance entre ces deux formes verbales ne s'arrête pas là, car elles ont également en commun de posséder chacune un temps acolyte résultatif. Mais oui, parce que le passé simple, par exemple, a le passé antérieur. Donc lorsque les anges les eurent quittés, les bergers se dirent, etc. Et c'est là que nous arrivons au sujet qui va nous occuper. Dans le cas du passé composé aoristique, il s'agit d'un passé surcomposé standard. Quand tu as eu trahi ton ami, Dieu a compensé, etc. Donc, le passé surcomposé standard est un équivalent du passé antérieur, c'est-à-dire un passé aoristique, processif, borné. Voilà. Everybody got that? Prenez des notes, il y a une interro à la fin. Voilà. Passé simple et passé composé aoristique montrent les procès proprement dits, tandis que passé antérieur et passé surcomposé standard présentent les dits procès une fois achevés. Or, si l'on dit qu'un procès est terminé, c'est trivial, non mais tout à fait. Or, si on dit qu'un procès est terminé au moment où un autre se produit, on implique que le premier s'est déroulé avant le second. C'est pour cela que l'emploi conjoint des formes processives et résultatives crée des effets d'antériorité. C'est après le départ des anges que les bergers se sont dit les uns aux autres, c'est après avoir trahi son ami que le personnage a commencé à recevoir des avertissements de Dieu. Quand tu as eu trahi ton ami, Dieu a commencé, etc. Non, il faut amener votre matériel et vous n'avez pas droit à la calculatrice. Uniquement au boulier. C'est ce que Guillaume appelle la chronologie par changement d'aspect. Voilà. Gustave Guillaume a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la chronogenèse, c'est-à-dire la façon dont les événements se fabriquent de façon chronologique. De façon chronologique dans la narration, ce qui est une complexité extraordinaire. C'est très très dur
de voir, surtout que ce sont des nuances en français voilà, qui ne sont pas spécialement codées en langue, alors que quand vous avez un temps comme l'anglais par exemple, où vous avez le present perfect, le past perfect, le simple past, etc. Donc vous avez une plus grande variété pour certains procès, ça marche un peu mieux. Donc 2.2, les surcomposés standards, des formes résultatives. C'est dans les contextes où le passé composé possède une valeur aoristique que le surcomposé standard résultatif est le plus susceptible d'apparaître. Sur le plan syntaxique, ça y est, enfin, on revient à ma partie de la morphosyntaxe. Ce surcomposé se rencontre dans des subordonnées temporelles, notamment en quand. Quand se combine en effet particulièrement bien avec le résultatif, car il permet d'ouvrir un cadre de discours, un cadre temporel, consécutif à un procès donné, dans lequel vient se dérouler un second procès, exprimé au passé composé à valeur heuristique. Quand il a eu accompli cette tâche glorieuse, il s'est retiré. Ainsi, ici, c'est à l'intérieur de l'intervalle temporel ouvert par la subordonnée, quand il a eu accompli cette tâche glorieuse, que prend place le procès se retirer. Le surcomposé résultatif le surcomposé résultatif peut toutefois également être employé dans des proportions indépendantes. Il fonctionne alors le plus souvent en collaboration avec un adverbe, vite, bientôt, etc., qui indique que la phase faisant suite au procès s'est trouvée atteinte en bout de temps. Un incendie d'une certaine importance s'est déclaré. Par la suite du manque de secours, les flammes ont eu vite accompli. Le passé composé à valeur heuristique montre le moment où le procès se déclarait s'est déroulé. En revanche, le surcomposé permet de sauter directement la phase qui suit le procès accompli, c'est-à-dire le moment où les flammes ont fini de dévaster le hameau, ce qui renforce l'impression que l'incendie s'est déroulé très vite. Le passé composé n'est toutefois pas le seul temps composé susceptible de recevoir une lecture processive. Le plus que parfait peut avoir cette valeur, notamment quand il est utilisé pour raconter ce qui s'est passé avant le moment de l'histoire pris comme référence, des analepses, comme dirait Genève, des flashbacks, où une narration plus que parfaite constitue un terrain favorable pour qu'apparaisse la forme surcomposée. À 18 ans, Amélie avait entendu plaider, elle s'était sentie émue, Monsieur de Muret n'avait bientôt plus été pour Amélie, et Amélie s'était crue, elle avait versé des larmes, quand elle avait eu bien pleuré, le dégoût était venu, voilà, on demandait quand, voilà, c'est dans Revue du Calvados, qui vous donne également où. Voilà, tout à fait. On retrouve le même effet d'antériorité que dans les exemples précédents, parce que le procès pleuré est présenté comme terminé au moment où se déroule le procès venir. C'est après avoir pleuré qu'Amélie a ressenti du dégoût pour son mari. Prenons un dernier exemple, le conditionnel surcomposé, j'aurais eu fait, parce qu'évidemment, le conditionnel qui est donc le futur dans le passé vient foutre la merde comme toujours. Comme les autres surcomposés résultatifs, cette forme est particulièrement susceptible d'apparaître dans des contextes où le temps composé correspondant, le conditionnel passé, a une valeur processive. Ils seraient descendus dans un grand hôtel, ils auraient vécu de gambas grillées, quand ils auraient eu dépensé tout son argent, ils l'auraient conduite, ils seraient allés, etc., etc. Sauf que là, elle triche parce que ce n'est pas un futur dans le passé, c'est un récit hypothétique au conditionnel passé. Donc c'est ce qu'on appelle un irréel du passé, ou un contrefactuel passé si vous parlez en termes guillaumiens. Vous savez, ça va faire 15 ans que je fais de la linguistique, je suis docteur, je n'ai pas encore compris comment analyser l'irréel du passé dans tous les cas de figure. Donc je ne répondrai à aucune question les concernant. Pour moi, c'est un des endroits les plus difficiles de la sémantique verbale, les irréels du passé. Je ne comprends pas comment je ressens la compréhension, mais je ne peux pas l'expliquer. C'est très très compliqué. Et c'est pas faute d'avoir lu et relu, mais j'ai beaucoup de mal à faire se connecter les synapses qui me permettraient de comprendre. Les surcomposés dits standards ont toujours une valeur résultative. Ils apparaissent généralement dans des contextes où les formes composées correspondantes ont une valeur processive. Ils connaissent des environnements syntaxiques préférentiels, subordonnées temporelles, propositions indépendantes comportant des adverbes dits de rapidité. Oui, pour moi, c'est clairement l'un des boss de fin du truc. Mais bon. Alors. Les surcomposés régionaux, des formes expérientielles. Les surcomposés dits régionaux sont sémantiquement différents des formes standards. Ils se caractérisent par le fait qu'ils possèdent toujours une valeur expérientielle, telle que nous l'avons décrite plus haut.
Cela signifie qu'ils expriment toujours l'idée qu'il est arrivé au moins une fois à un procès donné de se produire. Stéphane, il a eu croisé des ours en forêt. Tu sais, moi en soirée, j'ai eu enlevé mes chaussures. Je suis prêt à garder des enfants comme je l'ai eu fait, etc. L'exemple dit signifie ainsi, il est arrivé au moins une fois de croiser des ours, il m'est arrivé une fois d'enlever mes chaussures. Quant à l'exemple 12, je suis prêt à garder des enfants comme je l'ai eu fait. Il précise en outre l'intervalle temporel durant lequel le procès, en l'occurrence garder des enfants, était susceptible de se reproduire, ainsi contrairement au passé simplement composé, qui peut avoir une valeur expérientielle si le contexte favorise ou permet cette lecture. Le passé surcomposé régional, lui, n'a que cette valeur. Il grammaticalise l'expérientialité. Là, c'est ça une des conclusions de cet article que j'ai trouvé très intéressante. C'est-à-dire que non seulement il a toujours cette valeur, et seulement cette valeur, mais qu'il ne peut pas être employé dans les contextes qui entrent en contradiction avec cette valeur. La principale contrainte pour qu'un énoncé accepte une lecture expérientielle, c'est que le procès soit susceptible de se reproduire, ou de s'être reproduit durant une période donnée. Il faut que l'on puisse dire au moins une fois. Donc il faut qu'il puisse se reproduire au moins une deuxième fois. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est au moins mort une fois. La valeur expérientielle est incompatible avec tous les procès qui renvoient avec des événements qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent avoir lieu qu'une seule fois. C'est des événements non itératifs que l'on appelle aussi en sémantique verbale des événements semelles factifs, je crois. Si je me rappelle bien, j'ai un doute. C'est ce qu'on appelle des verbes ou l'aspect semelle factif. Semelle factif. Du latin simel qui veut dire une seule fois. Et factif, faire. Ce sont donc ce qu'on appelle des actions semelles factives, comme naître, mourir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, perdre un bras, enfin perdre les deux bras, encore que avec les prothèses ou avec les miracles de la France, peut-être que on pourra reperdre plusieurs fois ses bras, on n'arrête pas le progrès. Bon, bref, donc par exemple, un exemple comme 13, elle a perdu sa virginité à 17 ans, ne peut pas recevoir de lecture expérientielle. Parce qu'on ne peut pas dire j'ai perdu au moins une fois ma virginité à 17 ans. Puisqu'on considère qu'une fois que la virginité a été perdue, elle l'est de toute façon. On ne peut pas dire il lui est arrivé au moins une fois de perdre sa virginité. Si la lecture expérientielle n'est pas possible, cela signifie que l'emploi du surcomposé régional n'est pas possible non plus. On ne pourra pas dire elle a eu perdu sa virginité à 17 ans dans la forme régionale. La contrainte d'itérabilité est la seule restriction touchant le surcomposé expérientiel, car l'expérientialité sinon est compatible avec tous les types de procès, aussi bien téliques qu'atéliques. La télicité des verbes, autre terme de valeur verbale, cette fois-ci télos. On passe au grec dans les racines, comme si c'était pas assez compliqué. Télos en grec, c'est la fin. C'est la notion de finitude. D'où la notion de téléologie, par exemple, c'est un discours, c'est un événement qui prend en compte sa propre fin. Un discours téléologique est généralement rentré dans les raisonnements syllogistiques ou paralogiques, puisque c'est un discours qui prend comme prémisse sa propre conclusion. Je vous démontrerai que je suis honnête, en effet, parce que, vous le savez, je suis honnête. C'est un discours théologique, c'est un biais de raisonnement que l'on essaye traditionnellement d'éviter. Et donc un procès ou une action, un verbe dit télique, est un verbe qui, dans son sémantisme, considère sa propre fin. Comme par exemple le fait de tomber. Quand vous dites qu'un objet tombe, une fois qu'il est tombé, il ne peut plus continuer de tomber. Il est tombé. Voilà. C'est comme ça. Alors qu'un verbe comme marcher ou courir, par exemple, un verbe de mouvement est dit atélique parce qu'il n'a pas la fin programmée dans son sémantisme. Quand un objet marche,
il ne s'arrête pas de marcher avant qu'il ne fasse autre chose. Quand vous commencez à marcher, vous marchez, bon. Donc voilà. C'est ça la différence entre la télécité et donc il ne peut pas, ça bloque notamment la télécité, certains modifieurs de type adverbial et certains aspects, notamment voilà, notamment le progressif, on le comprend, et incompatible avec les verbes téliques. Si on prend le verbe s'écraser, l'avion s'écrase. Normalement, on considère que sémantiquement, il y a un problème si je dis l'avion continue de s'écraser. Il s'écrase ou il s'écrase pas. Alors qu'on peut dire que l'avion continue de voler ou l'avion continue de descendre. Voilà, donc ce type de périphrase verbale continuative, progressive, est normalement incompatible avec les verbes atéliques. Sinon, ça fait un effet de style, ou bien on prend le sens du verbe dans un sens second, dévié, etc. Donc voilà. Beaucoup de vocabulaire assez complexe. Ce soir, à chaque fois que je fais de la sémantique, comme la dernière fois où j'avais fait le stream sur les verbes, les noms abstraits, c'était l'un des premiers streams que j'avais fait jadis. Donc, hop. Si je retrouve le lien, le nom abstrait en français, hop, copier le lien. C'était l'un des premiers streams que j'avais fait, le nom abstrait en français. Voilà, là aussi, la sémantique, il y a toujours beaucoup de vocabulaire. Donc voilà. Alors, manger c'est atélique, mais se manger c'est télique. C'est ça, les verbes, parce que manger, quand on mange, on ne présuppose pas la fin de l'action de manger, alors que se manger arrivera un moment où on ne pourra plus manger. Ben si, on peut continuer de se manger. Un verbe télique, c'est un verbe où dès que l'action est accomplie, elle ne peut plus se poursuivre. C'est assez compliqué, je sais pas comment dire, genre fermer les yeux. Une fois que je ferme les yeux, je ne peux pas continuer de fermer les yeux. Je continue d'avoir les yeux fermés. Mais l'action en elle-même de fermer est arrêtée. Alors que se manger, si je peux commencer à me manger, je peux commencer à me manger un doigt et puis continuer à me manger. C'est dur de trouver des exemples, je trouve. Qu'est-ce qu'on a comme verbe télique en français? Je vais chercher. Au sens se prendre quelqu'un. Commencer à se prendre quelqu'un. Se prendre quelque chose. Ah, se manger un arbre, par exemple. Voilà, je me suis mangé un arbre. Oui, voilà, c'est ça. En français, construire, voilà. Voilà, je regarde un peu la page Wikipédia pour trouver des astuces de repérage. On considère que les verbes téliques sont compatibles avec un complément de temps introduit par en, alors que les verbes atéliques sont compatibles avec un complément de temps introduit par pendant. Par exemple, la différence entre construire et habiter. Jean a construit une maison en un mois, ça marche bien. Jean a construit une maison pendant un mois, et plus, voilà, on sent qu'il y a un problème. Alors que Jean a habité une maison pendant un mois, oui. Jean a habité une maison en un mois, n'est pas, voilà, est un peu problématique. Mais il y a des variances de sensibilité, comme toujours, dans l'acception sémantique de tel ou tel verbe. Donc ça peut être compliqué. Donc la télicité. Ouf. Ouais, voilà, j'avais totalement oublié, je fais tellement peu de sémantique verbale, du coup, pas à ce point-là que j'avais oublié, mais voilà, c'est un test si jamais. Ça marche pas à tous les coups, et des fois c'est discutable, mais globalement c'est un test. Maintenant que je me rappelle, ouais, qui marche assez bien. Outre le passé surcomposé, existent d'autres surcomposés régionaux, parfois expérientiels. Par exemple, le plus que parfait surcomposé expérientiel qui permet d'indiquer qu'à un certain moment situé dans le passé, un procès donné s'était déjà produit précédemment. Puis alors, elles étaient pas terribles ces tripes, non, j'en avais eu mangé des meilleures. Le surcomposé permet au locuteur d'indiquer qu'au moment où il a mangé les tripes au restaurant, il lui était déjà arrivé précédemment d'en manger de meilleures. Sa réponse revêtant ici naturellement un caractère lithotique. Ouais.
de manière symétrique. Il existe également un futur antérieur surcomposé expérientiel. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut pas mettre dans l'Académotron. Par exemple. Pourquoi est-ce qu'on peut pas c'est pas parce qu'on veut pas, au contraire, j'aimerais bien mettre ce type de ce type de truc. Donc l'Académotron, je le redonne, c'est un bot qu'on a créé avec des collègues qui fait des fausses règles de grammaire française à partir d'une liste de mots-clés. C'est qu'on a donc une matrice lexicale avec plein de mots-clés de grammaire, et on s'en est aperçu qu'il y en a qui ne postaient jamais, des combinaisons qui ne postaient jamais, pas parce que l'aléatoire ne nous le donnait pas, mais parce que en fait les mots commençaient à être tellement longs que ça dépassait les limites de 280 km caractères de Twitter, et quand il y a plus de 280 caractères dans la formulation, le bot ne poste pas le truc qu'il a fait. Donc il en prend un autre. Et donc du coup, on avait mis, oui, des passés surcomposés, etc. Et puis ça marche pas du coup, parce que du coup, ça fait des trucs beaucoup trop longs pour le bot. Donc on est trahi par la technologie qui nous permet de nous amuser. Bref. Donc, reprenons. Ouais, c'est dommage, mais du coup, peut-être qu'on fera un Tumblr ou un site où on essaiera de poster ça, voilà, autrement, on verra. Bon. Donc, il existe également, donc reprenons notre source, il faudrait un rendu en image, oui, il faudrait, mais l'idée c'est que ça puisse aussi être accessible, enfin l'image, ça suppose aussi qu'il y a un alt, faudrait créer un alt et tout, enfin ça commence à faire un peu plus de programmation derrière. Que je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir. Le bot que j'utilise permet de poster des SVG, mais il faut que le SVG soit récupéré d'ailleurs, voilà, d'un Imgur. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait créer la matrice, créer l'image, l'uploader sur un serveur, et puis ensuite choper l'URL pour le redonner à manger au bot, qui du coup réintégrerait le string de la formulation comme description alternative pour les personnes qui ont du mal à lire les images. Ça demande des processus de programmation qui vraisemblablement peut se faire. Rien de tout ça en soi est irréalisable pour un ordinateur ou un programmeur, mais je n'ai pas ces compétences. Si quelqu'un un jour trouve... voilà, ça rajoute 50 étapes. Mais si quelqu'un un jour se sent le courage et veut travailler des hauts progratilla à ce truc-là pour nous faire des très longues règles grammaticales de 2 pages, avec des conditions dans tous les sens, qu'il écrive à la rédaction, qu'il transmettra. Donc, il existe, reprenons un peu, un futur antérieur surcomposé expérientiel, qui indique qu'à un certain moment situé dans le futur, il pourra être dit d'un procès donné qui s'est produit au moins une fois. Suivez-moi bien. Là, j'ai eu du mal à comprendre l'exemple. Il va revenir. Il ne lâchera jamais sa chose si facilement. Et si par faiblesse tu craques et qu'il recommence à s'emporter, tu auras plus de sûreté en toi parce que tu l'auras déjà eu fait une première fois. Ok ? La locutrice conseille à son interlocutrice de s'affirmer face à un homme colérique. Elle lui dit qu'ainsi, si un homme se remet en colère à un quelconque moment dans le futur, elle possédera à ce moment-là l'expérience de s'être précédemment affirmée face à lui, ce qui la rendra plus forte. Je vous relis cet article, cet exemple, parce que je comprends, je conçois ce que ça veut dire, mais c'est je trouve que c'est très compliqué à analyser. Il va revenir, il ne lâchera jamais ça si facilement, si par faiblesse tu craques et qu'il recommence, tu auras plus de sûreté en toi parce que tu l'auras déjà eu fait. C'est-à-dire que, donc c'est un futur surcomposé, antérieur, surcomposé, expérientiel. Donc futur antérieur. Donc déjà le futur antérieur c'est compliqué. C'est un événement qui va se produire dans le futur, mais qui est du coup accompli, puisque c'est un temps composé. Il est surcomposé, régional, donc il a une valeur expérientielle. Et donc du coup, il dit que cet événement, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. C'est un événement expérientiel, donc c'est-à-dire qu'il s'est produit au moins une fois, mais il ne s'est pas produit au moins une fois dans le passé. Il se produira au moins une fois dans le futur.
et il se produira au moins une fois dans le futur parce que un autre événement similaire va se produire dans le futur. C'est compliqué quand même. Et il y a pire. Il y a le conditionnel passé surcomposé existentiel qui permet d'exprimer une expérientialité contrefactuelle. Vous voyez, des fois, on se moque beaucoup de mes subordonnés. Ah, peut-être à raison, c'est vrai que lorsque je dis que telle chose c'est une subordonnée relative, adjective, déterminative, ce type de truc, ou ça c'est une conjonctive pure, voilà, on se moque. Mais le conditionnel passé surcomposé existentiel qui exprime une expérientialité contrefactuelle, encore une fois, pour moi, c'est les sémanticiens qui ont le palmarès des trucs les plus difficiles à comprendre en grammaire française. C'est pas les syntacticiens. Hein. Nous, on est petits bras au niveau syntaxe, sincèrement. Bon. Donc, je préfère ne pas le savoir, pourquoi mon bébé est né malade, plutôt que de me dire que c'est à cause du tabac que j'aurais eu fumé pendant ma grossesse ou de l'alcool que j'aurais eu bu. Dans cet extrait, la locutrice raconte que son bébé est né avec une malformation cardiaque, bien qu'elle n'ait jamais ni bu ni fumé en étant enceinte. Mais elle souffre de ne pas comprendre l'origine de cette malformation. Elle indique qu'elle est soulagée de savoir que les causes ne sont pas à chercher du côté des comportements à risque qu'elle aurait pu avoir. Les propos de la locutrice peuvent être closés par « Je suis soulagée que mon bébé n'ait pas été malade à cause du tabac qui me serait arrivé de fumer ou de l'alcool qui me serait arrivé de boire. » Même la glose, j'ai beaucoup de mal à comprendre quand je la lis comme ça, mais bon. Il faut dire que la journée a été fatigante, j'ai fait pas mal de programmation de code XML, mais c'est compliqué quand même. Donc 2.4. Surcomposé résultatif contre surcomposé expérientiel, deux structures morphologiques différentes. Revenons à la morphologie, s'il vous plaît. Distinctes sur le plan sémantique, les formes standards et régionales sont distinctes sur le plan morphologique. Les surcomposés résultatifs doivent, selon nous, être analysés comme des formes verbales composées, avoir et fait, dont l'auxiliaire est lui-même composé. Le principal argument pour défendre cette hypothèse est la manière dont ces formes se construisent avec l'auxiliaire être, toujours sur le modèle de a été. La cavalerie, quand le moment a été venu, dès qu'il avait été sorti, etc. En revanche, les surcomposés expérientiels se forment par l'ajout du morphème U dans un syntagme verbal composé. Donc on a avoir plus U qui agit en fait comme une sorte de désinence aspectuelle et non pas comme un auxiliaire analysable. Et avec le verbe être, du coup, elles ne se construisent pas sur le schéma A, O, AV, TT, etc. mais E, U, été. On est eu parti de Genève, il était eu venu, y être eu allé, oui, ça c'est ce petit U là, donc, qui est vraiment considéré comme une marque aspectuelle. Tout à fait. Là, la démonstration me semble assez pertinente. Le morphème U fonctionne comme un marqueur d'expérientialité. Le U rajouté au sein de la forme verbale vient sélectionner la valeur expérientielle de la forme composée. Sans le U, la forme verbale est ambiguë, mais avec le U, elle n'a plus qu'un sens. Toi, tu es déjà allé au marché de Noël, non pas encore, mais tu es déjà eu allé. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Tu es déjà allé, donc c'est-à-dire passé proche, composé prof, du coup, accompli. Hein. Mais tu es déjà eu allé, c'est-à-dire oui, tu as déjà fait cette expérience. Voilà. T'est-il arrivé au moins une fois dans ta vie d'aller au marché de Noël? Les surcomposés régionaux peuvent ainsi être décrits comme des formes verbales composées dans lesquelles est inséré le marqueur expérientiel U, lequel vient obliger la forme verbale à prendre une valeur expérientielle. Hein. Elle contraint la lecture, valeur que la forme composée aurait pu, mais seulement pu, que la forme aurait pu, mais seulement pu avoir dans le contexte. Cette marque désignante est détachée de la forme verbale, ça me semble assez atypique. Tout à fait. En fait, là, on est dans un cas, c'est un cas de surgrammaticalisation. Ça a déjà été observé, ou de pragmaticalisation, même si c'est toujours un peu compliqué entre les deux. Grosso modo, c'est lorsque vous avez une forme qui est déjà grammaticalisée, comme ici un auxiliaire, parce qu'à l'origine, les auxiliaires du français, comme les auxiliaires d'anglais ou
d'une autre langue par exemple, sont des formes verbales dites pleines. J'ai mangé, c'est à l'origine avoir à manger. On est vraiment dans une découpe analytique de la forme où on a un sens. C'est-à-dire que j'ai possédé, je possède la possibilité de manger. Et au fur et à mesure du temps, en diachronie, lorsque ce verbe avoir ou ce verbe être ont toujours été dans le même contexte grammatical, il y a eu une perte de son sens plein au profit d'une forme grammaticale pure, un auxiliaire à proprement parler, c'est-à-dire quelque chose qui aide à conjuguer un verbe. Et donc, dans l'histoire du français, par exemple, on a utilisé ces auxiliaires avoir et être pour supplier des formes absentes de la morphologie de l'ancien français, suite à la déliquescence du système latin, qui était un système synthétique où tous les morphèmes de conjugaison étaient dans la forme verbale. C'était une forme synthétique. Et le français est passé dans une forme analytique, avec auxiliation, avec un auxiliaire. Et donc, du coup, là, ce qui s'est passé avec ces formes régionales, c'est que ce morphème, cet auxiliaire de conjugaison, cet auxiliaire verbal, s'est surgrammaticalisé, c'est-à-dire qu'il s'est figé pour indiquer un autre élément de la conjugaison qui manquait dans le système, comme ici un élément aspectuel d'expérience, c'est-à-dire de sélection d'une sémantique que le passé composé ou le passé surcomposé pouvait avoir, mais en cas d'ambiguïté, voilà, ça rajoute, ça force une lecture. C'est une surgrammaticalisation. Ouais. Moi, je l'avais étudié, je l'avais observé avec un morphème de questions que l'on a au Québec, en français québécois, dans certains registres de langue. C'est l'emploi du morphème tu, tu, comme marque d'interrogation pour suppléer l'absence d'inversion de postposition du sujet dans les tournures interrogatives. C'est-à-dire que en français, si on veut faire une interrogation totale, on peut soit utiliser une inversion VS, viens-tu, soit utiliser l'adverbe interrogatif est-ce que tu viens, soit utiliser une forme SV mais avec une intonation montante, tu viens, soit, et c'est ce qu'a fait le Québec, rajouter le morphème tu, qui est le même que le pronom personnel, mais qui prend morphosyntaxiquement la place d'une inversion du sujet. Et donc ça fait « et toi, tu viens-tu ». Donc vraiment, on a surgrammaticalisé le sujet pour qu'il devienne un morphème interrogatif. Et ça s'observe dans un certain nombre de variétés du français. Ça s'est observé en français de la Renaissance, en certaines variétés, ça a été documenté avec le morphème te. Voilà, dans certains parlaient du nord de France. Voilà, donc c'est des effets de surgrammaticalisation. C'est assez rare dans les histoires de la langue, parce que d'habitude la grammaticalisation s'arrête à un moment donné, mais à terme, ce type de U, ça devient un clitique en fait, qui est vu parfois comme l'élément terminal d'un processus de grammaticalisation, ce qui est discutable par certains endroits, mais qui s'est observé dans certaines langues. Donc voilà. Donc ça c'est intéressant. Donc on est vraiment dans un cas de figement où en fait on gagne à analyser ça différemment. Donc troisième partie, considération diachronique et diatopique. Les premières attestations nous datent, d'après les données que nous avons recueillies, du XVe siècle. Donc ça je pense c'est Frantext qui a été sollicité. Ce qui n'est guère étonnant puisque c'est à cette époque que l'usage du passé composé à valeur aoristique commence à se répandre. La plus ancienne attestation date de 1430, quand l'on lui a eu sali son honneur, sans cause et à tort, je ne sais quels gens ont voulu la charger de crime de mort. Dans cet exemple, la forme AU pollu, c'est-à-dire AU sali, apparaît dans une subordonnée temporelle en quand. Par son aspect résultatif, cette forme présente le procès polluer, salir, comme terminé au moment où se déroule le procès vouloir, exprimé par un passé composé aoristique, on voulu. Là, l'effet d'antériorité qui se dégage, la dame a d'abord été calomniée avant d'être accusée de meurtre.
Dès les premières attestations, le passé surcomposé résultatif présente toutes les caractéristiques sémantiques et syntaxiques des formes résultatives standards modernes. Les plus anciennes formes expérientielles de notre inventaire datent quant à elles du XVIe siècle. Elles sont notamment présentes en grand nombre dans les registres du consistoire de Genèse au temps de Calvin. Les surcomposés expérientiels sont employés avec grande régularité, aussi bien avec les verbes demandant auxiliaire avoir que être. Interroger s'il n'est vrai que le dit Claude la Suisse a eu couché chez la dite Ponsonnière, etc. Selon nous, ce n'est pas toutefois parce que l'emploi dit standard semble attesté en français plutôt que l'emploi régional que le second découle du premier. Les deux formes ont évolué parallèlement à ce que nous pensons. La forme standard est apparue lorsque s'est répandu l'emploi aoristique du passé composé. Quant au sous-composé régional, il a été importé par les locuteurs des régions occitanes et franco-provençales. Car si les premières attestations datent du XVIe siècle, les équivalents dialectaux semblent plus anciens, puisqu'on en trouve dès la première moitié du XIIIe siècle. Que j'ai eu trami en diverses parties. J'ai un homme qui me conviendra très bien à la tâche, qui m'est très fidèle, que j'ai eu envoyé en divers endroits, etc. Le Christ s'adresse à l'envoyé du roi d'Inde, qui cherche pour son maître des hommes à même de construire de beaux palais. Le Christ lui parle de l'apôtre Thomas et dit de lui qu'il a eu envoyé en différents endroits du monde. Le surcomposé a selon nous une valeur expérientielle, une lecture notamment favorisée par l'expression en diverses parties. Selon cette analyse, le Christ indiquerait à l'envoyé du roi d'Inde qu'il lui est déjà arrivé d'envoyer l'apôtre Thomas en mission, et que c'est cette expérience qui le pousse à présent à considérer cet apôtre comme quelqu'un d'adéquat pour la nouvelle tâche. Le Christ poursuit son propos avec un présent à valeur d'habitude. Tout le loyer de son asvanago il m'apporte tout le bénéfice de son travail. Les composés expérientiels sont bien attestés jusqu'à l'époque moderne dans les dialectes franco-provençaux et occitans, avec les mêmes caractéristiques sémantiques et vraisemblablement morphologiques que les formes régionales du français. Je passe sur les exemples en franco-provençal et en occitan que je ne sais pas vraiment lire. Ah tiens, un extrait de Mireille de Frédéric Mistral. Et je te fais à Gouvis, etc. J'ai toujours une grande sympathie pour Frédéric Mistral, donc grand poète de langue occitane, et Mireille, que vous ne connaissez pas, qui est un très beau roman, très beau recueil de poésie. Voilà, j'en garde un très bon souvenir parce que la première rue que je me rappelle avoir habité, j'ai vécu dans le sud, c'était l'avenue Frédéric Mistral. Et c'était un nom qui avait toujours quelque chose de la formule magique quand j'étais petit, parce que le Mistral, vous savez, c'est le vent, enfin il y avait quelque chose d'assez poétique là-dedans. Donc ça m'avait toujours plu de savoir que j'habitais. Bon, bref. Particularité des zones occitanes et franco-provençales, les surcomposés expérientiels sont absents de la zone d'Oil. Oui, tout à fait, ça résonne, ça flatte l'oreille, Mistral. Comme l'ont relevé plusieurs auteurs, de tels surcomposés sont en réalité attestés dans la plupart des zones frontières, quant aux Suisses du Jura, Dijon, Morvan, etc., à la fois dans les dialectes et dans le français de ces régions. Conclusion. Au terme de cette contribution, nous espérons avoir montré que les surcomposés standards, attestés dans l'ensemble du monde francophone, et les surcomposés régionaux, sont à la fois des origines, des sens et des structures différentes. Les formes standards, avoir eu fait, avoir été parti, dont l'apparition semble coïncider avec le développement de la valeur aoristique du passé composé, possèdent toujours une valeur résultative. Les formes régionales, avoir eu fait, être eu parti, qui trouvent vraisemblablement leur origine dans les dialectes franco-provençaux, véhiculent toujours une valeur expérientielle. On peut ainsi considérer que l'on est en présence d'un cas d'homonymie partielle. Il y a homonymie dans le cas des formes avec auxiliaire avoir eu fait résultatif, avoir eu fait expérientiel, constituent formellement des séquences identiques, même s'ils cachent des structures morphologiques différentes. L'homonymie disparaît avec l'auxiliaire être. Avoir été parti résultatif et être eu parti expérientiel présentent à la fois des formes et des sens différents. La correspondance entre forme et sens étant absolue, avoir été parti est toujours résultatif, être eu parti est toujours expérientiel, nous considérons que le paradigme des surcomposés standards et celui des surcomposés régionaux contiennent des temps verbaux distincts. Si l'hypothèse que nous faisons est correcte, une des conséquences qui s'impose est que les locuteurs des régions occitanes et franco-provençales, qui possèdent dans leur grammaire à la fois les normes standards et régionales, ont à leur disposition un système verbal plus riche, parce que comportant plus de temps verbaux que celui du français de référence. Tout à fait.
Et c'est vrai que pour avoir vécu moi-même, du coup, dans le sud, j'utilise encore cette valeur expérientielle, ce temps surcomposé. Hein, dans mes streams, si vous l'entendez, hein, j'ai travaillé ce type de truc qui est plutôt qui est un mix entre les deux que j'emprunte, je pense. Donc, je redonne la référence à cet article. Les formes verbales surcomposées à valeur expérientielle, une particularité des régions insuffra-occitan et franco-provençal. C'est un article de Marine Borel, sorti dans la formation grammaticale numéro 166, dédié aux langues de France. L'article n'est pas encore disponible intégralement en ligne, ça c'est une version que j'ai récupérée via l'éditeur Mathieu Avanzi du texte, que je remercie. Mais les articles de l'information grammaticale finissent toujours par être en ligne au bout d'un certain nombre d'années d'embargo, 3 ou 4 ans il me semble d'embargo, donc cela viendra tout prochainement. Donc, pas de partie de jeux vidéo ce soir, je vais arrêter le stream ici. Puisque voilà, j'ai encore un peu de travail à finir. Je voulais néanmoins faire un peu cette lecture d'articles que je trouve très intéressant, toujours très riche à sémantique verbale, même si c'est toujours très compliqué à assimiler. Partant, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, voilà, pour un autre stream complet, je l'espère, cette fois-ci. Non, pas la semaine prochaine, je dis des bêtises. Il n'y aura pas de stream la semaine prochaine, puisque je serai en déplacement professionnel en dehors de la ville. Je serai justement à Nice, dans le sud de la France, pour un colloque. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de stream non plus, puisque ce sera les vacances. Non, je serai aussi ailleurs. Et après, ce sera les vacances, donc nous reprendrons les streams, je pense, début novembre, mais pas avant. Quoi qu'il en soit, passez une bonne soirée, passez une bonne fin d'octobre, et puis la prochaine fois, sans doute début novembre, pour de nouvelles aventures grammaticales. À bientôt, portez-vous bien. Ciao.